En avant! Match Numéro 44, Loire-Atlantique, le stade de la Beaujoire, Comboiré Marcus Coco. On ne va absolument pas en parler aujourd'hui. Gaëtan, nous avons le feu aux fesses, comme Souhail Nahir a dit avec ses mots vendredi après la défaite à Amiens. Pour ta première au stade de la Licorne, hélas, comment tu as vécu ce déplacement avec le réseau qui a marché, alléluia. Et puis, qu'est-ce que tu penses de ce stade si particulier? Moi j'aime bien. J'aime bien. Il m'a longtemps intrigué ce stade dans l'adolescence, tout ça, quand on commençait à voir Amiens. Avec ces vitres là qui font les tribunes, le toit et l'arrière des tribunes. Non, moi j'ai trouvé ce stade vraiment sympa. En plus, on est bien placé là-bas pour voir le match. C'est vraiment sympa. Le réseau a fonctionné, c'était essentiel. Et donc non, c'était sympa. Et puis de se remémorer tous les joueurs passés, parce qu'il y en a pas mal par Guingamp et Amiens, mine de rien. Ouais, et on remercie nos amis de la Mandoline et tous les supporters et supportrices qui étaient là vendredi soir pour la retransmission. C'est la première fois qu'on faisait ça. C'était très sympa. Le problème, c'est qu'il y avait deux Amiénois dans la salle qui étaient parmi nous et qui connaissaient Laurent et Loïse. Ils savaient que Laurent et Loïse avaient joué dans les deux clubs. Et puis, on avait fait une séance de pronostics. Alors, on avait demandé le score, la minute du premier but. Le premier buteur, il y a 4-5 supporters qui avaient mis Grieb pour le premier buteur. 4-5 autres qui avaient dit que le premier but allait être marqué à la 22e. Ça a été à la 21e. C'était quand même pas mal. Ouais. Mais surtout, il y a une Amiénoise qui avait dit 3-2 pour Amiens. Elle a eu du pif. Amiens qui marque pas beaucoup de buts, ils en mettent 3 en plus là. Enfin, c'est presque improbable, mais... Ouais. Mais voilà, c'est arrivé sur nous. Hein. Je ne sais pas si on la réinvitera la prochaine fois. Elle nous a dit. Je ne sais pas si je reviendrai non plus, parce que j'ai pas envie de vous porter la poisse. Bon, bah tant pis, parce que sur ce coup-là, c'est passé. Faudra pas faire sur un Amiens Guingamp, quoi. Ouais, on va faire ça. On va l'inviter pour un petit Guingamp, ça va être super. Malheureusement, Guingamp qui s'est incliné avec notamment ses fichus CPA. Qu'est-ce que c'est que CPA? Coup de pied arrêté. Les amis, on l'a vu notamment sur le troisième but. On va faire un point évidemment sur le top 5 parce qu'à force de perdre, on a relancé tous les copains derrière. Rubrique vintage parce qu'évidemment, quand on parle de Guingamp-Martigues, prochain match demain à Roux-de-Roux, ça ravive les souvenirs du tout premier match en Division 1, en Ligue 1 pour les Guingampais. C'était en 1995 et nous allons avoir un super invité pour nous en parler. Tu nous présenteras l'équipe de Martigues à la saison assez irrégulière, mais qui est en train de bien finir. On fera un point, évidemment, sur tous les enjeux de cette 32e journée de Ligue 2. Et puis, le quiz. La deuxième demi-finale. Emeric s'est qualifié la semaine dernière. Qui du jeune Milo ou du champion des champions, Steven, va se qualifier face à Emeric en finale? Je ne vous spoil pas, mais... ça a été un quiz, je le dis souvent, parce qu'il y a du niveau, mais on a rarement vu ça cette saison. L'intensité. Restez bien. Ah ouais, de l'intensité. Ça va d'un but à l'autre. Enfin, c'était incroyable. Restez bien jusqu'à la fin de cet en avant-match. Le début n'est pas super agréable parce qu'on va encore parler de ces fichus coups de pied arrêtés. Gaëtan, tu as mené ton enquête parce que Sylvain Ripoll en parlait notamment vendredi. On va l'écouter. Alors qu'on sent qu'on va peut-être revenir, on a égalisé, ils n'ont pas sorti de leur moitié quasiment pendant 20 minutes, et là on prend deux coups de pied arrêtés, une barre, un but. Si on pouvait tout expliquer, en première mi-temps il y a eu des comportements dans l'intensité qui n'étaient pas suffisants, qui se matérialisent aussi probablement sur les coups de pied arrêtés, puisqu'on prend une barre et un but, alors que c'est des situations où là il faut beaucoup d'agressivité, de vigilance, de discipline, et on n'a pas... était suffisamment efficace dans ces moments-là du jeu. Et oui, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, mais sur des coups de pied arrêtés, on a été en danger encore une fois. Ouais, effectivement, il y a avant, déjà il y a le troisième but évidemment qui vient sur la suite d'un coup franc indirect. Avant ça, un corner et une reprise sur le poteau. Il y a eu un penalty aussi concédé, qui est un coup de pied arrêté. Et effectivement, Guingamp qui, sur ses corners coups francs, est souvent en difficulté cette saison. Ça s'est vu à plusieurs reprises. Ça s'est vu pendant une séquence de la saison, notamment à l'automne. Fin d'été, début d'automne. Là, il y en a eu quelques-uns à Rodez, par exemple, contre Caen aussi, à Roux-de-Roux. Ça a été moins le cas ensuite, et puis finalement on se rend compte que ça revient régulièrement, hein, ces buts concédés sur coups de pied arrêtés. Guingamp, si on prend vraiment tous les coups de pied arrêtés, Guingamp on a concédé
15 sur coup de pied arrêté, 15 sur 41, ce qui est beaucoup. Alors dans le lot, il y a 6 pénaltys. Donc on met parfois les pénaltys un petit peu à part parce que ce ne sont pas des coups francs des corners, mais quand même. Alors il n'y a aucun coup franc direct, ça non. Par contre, il y a 2 coups francs indirects et il y a surtout 7 buts concédés sur corner. Et encore dans les 7, je ne compte pas au match aller le but d'Annecy à Roudourou qui était arrivé après un corner. Il y avait eu un corner renvoyé, le ballon était revenu après sur un nouveau centre. Bon, je ne l'ai pas mis dans les 7, mais il pourrait presque s'inclure pour un 8e. 7 buts concédés sur corner, c'est quand même beaucoup. En fait, les corners représentent la moitié des buts concédés sur coup de pied arrêté. Pour Guingamp, quasiment 2 sur coup franc direct. Il y avait notamment eu celui contre Caen à domicile, le but de Mendy en championnat. Ça compte que les buts en championnat, hein, ces 15 là. Et puis il y a 6 pénaltys aussi, mine de rien, hein. 6 pénaltys concédés cette saison, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, mais ce sont surtout les corners d'une manière générale qui amènent du danger, et les coups de pied arrêtés indirects, corner, coup franc direct, on peut mettre les deux là un peu dans la même case. Alors à ça, il y a plusieurs explications, hein, mais ça se répète quand même souvent, entre le marquage, entre parfois le déficit de taille. On avait vu une équipe aussi qui était partie sur du marquage en zone au départ, en début de saison, qui maintenant est plus sur du marquage individuel. Bon, il y a aussi peut-être une explication là-dedans. Moi, je suis plutôt adepte du marquage individuel sur ce genre de situation, mais parfois c'est le marquage en zone qui peut être aussi choisi. Coach Pinel à la baguette. Mais c'est vrai que quand ça arrive aussi régulièrement, c'est qu'il y a un manque d'agressivité. On a parfois ciblé des oublis de marquage sur des actions dans le jeu. Sur coup de pied arrêté, ça se voit aussi. Ça a été le cas à Amiens. Exactement, et c'est là où le bas blesse, c'est de l'agressivité, c'est de l'attention, de la concentration, c'est suivre autant le ballon que son adversaire. Et il me semble avoir vu il y a 3-4 semaines la stat passer. Alors je crois que Guingamp était, il y a un mois, mais je pense que ça doit continuer maintenant, l'équipe qui a le plus fort ratio de buts concédés sur coup de pied arrêté par rapport au nombre de buts encaissés. Là, tu disais 15 sur 41. Alors, je ne suis pas assez intelligent pour convertir ça en pourcentage. Tu l'es beaucoup plus que moi. Ça fait un peu plus de 33%. Hein. On est à 36-37. Donc, c'est important quand même. Alors, il y a les pénaux dedans. Certains ne vont pas les compter tout à fait parce que ce sont des situations un peu différentes. Mais quand même, ça fait beaucoup. Et c'est quelque chose de durable. Malheureusement, quand tu es à la 32e journée, est-ce que tu peux te dire que tu peux encore progresser là-dessus ? Tu peux corriger tes erreurs ponctuellement, mais c'est un manque net. Et je trouve, je regardais à la mandoline ce match du fond de la salle et j'avais l'impression, je ne sais pas si ça a été la tienne aussi au stade Gaëtan, d'avoir un résumé de notre saison sur ce match-là. C'est-à-dire de longues périodes de domination où Guingamp étouffe, asphyxie son adversaire et dans les 30 mètres et se procure beaucoup d'occasions. Souvent, cette saison, on a été efficace. Donc, parfois, on n'a pas trop pointé ce mal-là, mais il y a eu des matchs, celui à Grenoble, où tu as, excuse-moi du terme, mais bousillé une tonne d'occasions alors que tu peux gagner ce match 5-1. Là, à Amiens, si tu le goupilles bien, ça peut, tu peux gagner sans trembler. Et puis, tu as, j'ai bien aimé le terme, enfin bien aimé, non, je ne l'ai pas bien aimé, mais je trouve que Ripoll a été pertinent sur ce terme. Cette équipe, elle a trop un côté aléatoire. Il y a un côté frustration, forcément, mais aussi agacement de voir ce côté aléatoire dans notre jeu entre des périodes où on est très dominateur et des périodes où on peut craquer sur pas grand-chose en fait. Et ça, c'est très agaçant. Tu as l'impression que tu peux gagner des matchs tranquillement et puis sur d'autres qui sont quasiment les mêmes dans le contenu, il va se passer 5 minutes où tu vas éteindre la lumière, où tu vas plus gagner aucun duel et tu vas avoir l'impression qu'on peut prendre un but tout le temps. C'est ce qui s'est passé contre Lorient il n'y a pas longtemps, contre Dunkerque aussi en fin de match. Et ça, c'est un manque durable. Et le résumé parfait, c'est 31 matchs, 15 victoires, 13 défaites. Il n'y a jamais d'à peu près, il n'y a jamais de match. Il y a très peu de matchs moyens. C'est un peu tout ou rien en fait. Ouais, c'est ça. On l'a dit déjà plusieurs fois, un peu tout ou rien. Guingamp fait pas de match nul. Donc, dans des matchs comme ça, où en plus tu peux. Parce que Guingamp pouvait le gagner, hein, ce match-là, il était quand même plutôt à la portée. Plusieurs fois à la mi-temps, moi je me disais Guingamp peut le gagner encore. Il y avait 2-1 pour Amiens, mais en plus en avant est revenu très vite en seconde période au score. Mais finalement, quand tu te rends compte que tu peux pas le gagner, essaye d'accrocher quelque chose. Et souvent, non. Quand Guingamp n'arrive pas à le gagner, Guingamp le perd, en fait. Et
c'est arrivé pas mal de fois. Enfin, 13 défaites, c'est quand même beaucoup pour une équipe qui est 5e. C'est beaucoup. Maintenant, c'est vrai que si cette équipe n'était pas aussi aléatoire ou aussi entière comme on a pu le dire des fois, avec du tout bon et du beaucoup moins bon parfois, elle aurait peut-être pas gagné autant de matchs non plus. Donc, il y a du bon, du mauvais là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut savoir être peut-être plus solide sur ce genre de match là où bon, tu te rends compte que tu pousses, t'as des occasions, ça marque pas. Et bah tiens au moins ce qui peut l'être. Et c'est vrai que les coups de pied arrêtés, du coup, te mettent en danger aussi sur ce genre de rencontre là où t'as pas réussi à passer devant. Et puis voilà, un retard au marquage, comme ça a été le cas par exemple parce qu'il y a un premier duel de perdu sur le coup de pied arrêté. Mais il y a ensuite Louiser qui est loin de Bakayoko. Et ça, c'est souvent sur les coups de pied arrêtés, d'ailleurs, ce genre de situation, le joueur qui est loin de son adversaire. Il y avait eu Sagna à Rodez en début de saison. Il y a eu Louiser contre Caen aussi à nouveau à Roudourou. Il y en a d'autres encore. Et souvent, c'est beaucoup de largesse, d'espace, de champ laissé à l'adversaire sur ces coups de pied arrêtés. Mais effectivement, c'est ce qui met Guingamp souvent dans la difficulté quand Guingamp n'a pas réussi à passer devant, à prendre vraiment la mesure de son adversaire au score. Et Guingamp, du coup, avec ses 3 défaites consécutives, qui se retrouvent avec des jokers grillés. Guingamp a toujours les cartes en main, mais la marge n'existe plus. Écoutez la réaction très, je dirais, sincère, franche et directe de Souaib Nahir à ton micro vendredi. Faut relever la tête, il reste 3 matchs, on est encore 5e, donc maintenant on va se bagarrer. On a les cartes en main, mais là on s'est mis un peu le faux au cul, donc maintenant il faudra plus faire d'erreurs. Après, c'est pas la fin du monde, faut continuer. Comme j'ai dit, faut rester positif, on est encore 5e, il n'y a pas le feu au lac. C'est juste que maintenant, on s'est mis dans une position où on doit gérer différemment les matchs, on doit les aborder différemment. 3 matchs, 3 finales et on va faire les barrages. Voilà, on ne répétera pas les mots, mais il a raison. Et alors, est-ce qu'il y a le feu? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a le feu parce que les matchs sont pas mauvais. Tu es dans le match, tu fais pas des mauvais matchs. Et alors, il y a des mauvaises périodes dans les matchs, mais tu passes pas à côté. Mais par contre, là, les erreurs dont on parle, il ne faut plus qu'elles arrivent parce que tu n'as plus trop de marge de manœuvre. Plus 2 sur Laval, plus 3 sur Annecy, plus 4 sur Bastia qui arrivera dans 8 jours. Voilà, on a toujours les cartes en main, on est toujours le favori, mais attention. Ouais, parce qu'en plus, derrière, des équipes qui pensaient être un peu décrochées à un moment donné, Laval, Annecy, sont bien revenus. Laval en gagnant, et Laval était aussi sur 3 défaites avant de s'imposer ce week-end contre Rodez. Annecy qui a accroché Lorient, qui avait gagné le match d'avant au Red Star, revient un petit peu aussi à 3 points. Bastia, son parcours à domicile pour vraiment l'aider. Bastia, c'est que 2 victoires à l'extérieur, mais c'est invaincu à domicile. Donc ça aide beaucoup. Bastia qui a 2 matchs à jouer à la maison sur les 3 derniers. Donc bon, Guingamp se met un petit peu le feu parce que disons qu'il y avait, après la victoire contre Laval, un bon matelas de 5 points, une bonne série de 3 victoires consécutives. Et là, tout s'est inversé. La série de 3 victoires, elle est passée à 3 défaites. Exactement. Voilà. Et pendant ce temps-là, forcément, ça a grappillé un peu de points derrière. Donc on se dit, le sprint final, la peur de conclure, peut-être un petit peu. C'est un petit peu ce qui parfois peut embêter quelques équipes qui arrivent dans leurs objectifs, mais des objectifs qui sont à finaliser. Bon, je pense que Guingamp, vraiment, on a les moyens. On le disait l'autre jour encore, il faudra sans doute 2 victoires d'ici la fin de la saison pour s'assurer le top 5. Mais ces victoires, il va falloir aller les chercher, évidemment. En 3 matchs. Mais c'est vrai que c'est encore quelque chose qui caractérise cette équipe. Dès qu'on a eu le sentiment d'avoir du confort, ça n'est pas passé dans cette saison. Donc voilà, reconnectez-vous, amis guingampais, vous en êtes largement capables. Petit point, petit coup d'œil sur le calendrier des 3 dernières journées pour les 4 derniers prétendants au top 5, à la 5e place, parce qu'on a exclu pour l'instant Dunkerque qui a 6 points d'avance sur Guingamp alors qu'il n'en reste plus que 9 à distribuer. 2 matchs à domicile consécutifs pour Guingamp, Martigues, Bastia pour une confrontation directe et déplacement à Pau qui est aujourd'hui 12e. Laval qui a sans doute le calendrier le plus compliqué avec la réception d'Amiens, puis un déplacement à Dunkerque et la réception de Metz qui devrait jouer sa montée en Ligue 1 sur cette dernière journée. Annecy qui doit jouer aussi 2 fois à domicile. D'ailleurs,
les 4 équipes jouent 2 fois à domicile sur ces 3 dernières journées. Réception d'Ajaccio, déplacement à Clermont qui luttera pour sa survie sur cette avant-dernière journée et réception de Grenoble. Et puis Bastia donc qui accueillera Grenoble, qui ira à Guingamp et qui affrontera Caen, déjà condamné à la relégation en Ligue 2. Calendrier National. le plus dur. Qu'est-ce que j'ai dit? National, pardon. Calendrier le plus dur. Laval. Plus abordable pour qui? Moi, je trouve que Guingamp, il est pas mal, mais alors les matchs, il faut les gagner parce que tu le disais toujours, tu te méfies toujours du calendrier, des enjeux des uns et des autres. Parce que Marseille joue le maintien, Pau joue plus rien. Et puis surtout, tu me le disais juste avant l'émission, tu n'aimes pas quand il y a 2 matchs de suite à domicile. J'aime pas ça. Enfin, j'aime pas ça. Disons que bien souvent, il y en a un des deux qui n'est pas gagné. Qui peut même être perdu. Donc souvent, quand il y a 2 matchs comme ça, on dit on gagne le premier, et puis le deuxième, tu te dis allez, il faut enchaîner, et ça gagne pas. Et c'est pas propre qu'à Guingamp, ça arrive pour beaucoup d'équipes. Quand il y a un enchaînement de 2 matchs consécutifs à la maison, souvent il y en a un des deux qui passe pas. Après, Guingamp a quand même, et après il n'est pas exclu aussi de pouvoir gagner à Pau sur la dernière journée, mais Guingamp a quand même, c'est vrai, plutôt les cartes en main. Je trouve que le calendrier de Bastia est pas mal aussi, parce que réception de Grenoble et de Caen, 2 équipes qui n'ont plus rien à jouer, et à domicile là où Bastia est invaincu. Et puis ce match à Guingamp, si les Bastiais sont encore dans le coup, parce que attention, si Guingamp gagne ce week-end et que Bastia perd, Bastia c'est hors course avant de venir à Roudourou. Mais si Bastia est encore dans le coup, ce match pour eux peut être important, mais ouais, c'est le match qui peut vraiment tout faire basculer aussi sur leur saison. Donc ils ont cette chance, eux, de pouvoir jouer un concurrent direct aussi, là, d'avoir une partie du destin entre leurs mains, pas totalement parce qu'ils sont derrière, mais une partie quand même. Et suivant les résultats qu'il y aura ce week-end, et donc avance Guingamp-Bastia, ils peuvent peut-être vraiment reprendre un peu plus que la main. Donc je trouve que le calendrier de Bastia est pas mal. Bastia a en revanche l'inconvénient d'avoir quand même 4 points de retard, en sachant qu'il en reste 9 à prendre. Donc Bastia n'a pas de marge. Bastia est obligé quasiment je pense, de tout gagner d'ici la fin de la saison pour terminer 5e. Après, les autres, oui, effectivement, Laval, c'est le plus compliqué. Annecy va aussi jouer 2 équipes qui n'ont plus rien à jouer. Ajaccio, Grenoble à domicile. Bon, déplacement à Clermont, c'est pas facile parce que Clermont, c'est loin d'être la meilleure équipe du championnat, évidemment, mais Clermont va se battre pour son maintien. Bon, est-ce que Annecy va réussir à enchaîner un petit peu aussi, là, après une période qui avait été plus compliquée? Je sais pas. C'est pas évident, mais Guingamp a les cartes en main. Mais attention, effectivement, à ce qui peut se passer. Et puis un Guingamp-Bastia sans enjeu pour les Bastiais, est-ce que c'est mieux ou pas? C'est pas évident. Est-ce qu'il y a une meilleure situation qu'une autre? D'ailleurs, c'est pas évident à savoir. Donc, comme disait l'autre, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ouais. Guingamp-Bastia au couteau, ça peut être pas mal aussi. Enfin, au couteau, vraiment, avec un enjeu un peu crispant et tout, ça peut être pas mal. Moi, j'ai pas un bon souvenir d'un Guingamp-Bastia un peu au couteau, ou en tout cas confrontation directe. Ça me rappelle tout de suite celui de National, le 5-2 invraisemblable à Roudourou en 2011. En avant, qui a joué une fois ce qu'on pourrait dire un back-to-back, c'est-à-dire 2 matchs de suite à domicile cette saison. Et ça s'était bien passé, parce que c'était la victoire 1-0 contre Ajaccio à la 90e avec le but de Grieb. Et puis 3-4 jours plus tard, la victoire 3-0 contre Grenoble. Ouais, c'est vrai, hein. Donc, bonne idée de refaire la même chose. Voilà, vous vous débrouillez pour le score, on s'en fiche. 2 victoires, c'est très bien. Par contre, voilà, on le disait, avec 2 victoires, il y a 99% de chances que ça soit bon pour les Guingampais. Déjà, Bastia serait de fait hors course. Puisqu'il y aurait, oui, c'est ça, avec 2 victoires, Bastia pourrait pas revenir. Annecy aussi, parce que la différence de but, en fait, avec la différence de but, il y a quasiment 4 points d'écart. Donc Annecy serait hors course, et Laval serait encore dans le truc, mais Laval, on l'a dit, avec son calendrier qui est quand même bien compliqué, même si c'est pas impossible de battre Dunkerque et Metz. Mais bon. Et puis Amiens, qui a battu Dunkerque puis Guingamp consécutivement, on pouvait faire la passe de 3, les gars. Allez gagner à Laval, c'est super. Surtout qu'Amiens est plutôt à l'aise à l'extérieur. Donc bon. Non, je dis des conneries. Ils sont bien meilleurs à domicile. Mais ils ont gagné quelques matchs quand même à l'extérieur qui n'étaient pas vraiment attendus. Donc bon, allez-y. On sait jamais.
Allez, la Picardie, on est tous fans d'Omar Daf, à vous de jouer. Ouais. Guingamp-Martigues, évidemment, souvenir de juillet 95, le tout premier match d'en avant en première division, génération Smereki. Évidemment aussi ce match, Gaëtan, il y a un nom qui revient, c'est Fabrice Divert, le premier buteur d'en avant en première division. Ouais, qui n'a pas ensuite pu s'exprimer totalement à Guingamp, puisqu'il avait été blessé, il avait dû mettre fin à sa carrière d'ailleurs assez tôt, assez jeune. À Guingamp, c'est 5 matchs, 2 buts pour Fabrice Divert, mais c'est ce fameux but. Et rien que pour ça, son nom restera gravé dans l'histoire d'en avant, de manière peut-être plus précise que certains autres noms, alors qu'il n'a pas beaucoup joué, pas beaucoup marqué. Mais effectivement, ce but de Fabrice Divert, le premier de l'histoire de Guingamp en D1, ça a forcément une résonance toute particulière. Invité exceptionnel dans quelques minutes dans avant-match, Stéphane Carnot, évidemment, numéro 10 de l'époque, qui avait disputé ce match. Il sera avec toi, Gaëtan. Mais juste avant, moi, je ne l'ai pas regardé. Je ne sais pas si toi, tu l'as fait. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de se faire le 11 de Guingamp ce jour-là contre Martigues? Je l'ai pas Martigues? regardé non plus, ouais. Alors, écoute, on va essayer de le faire au pif comme ça et on va s'auto-corriger. Donc, dans les buts, on est d'accord. Angelo. Oui, ça, Angelo, sans problème. Défense, Fournier. Ouais. Est-ce que le compte était défenseur ou au milieu? On va mettre le compte entre les deux. Ouais, Laspal. Laspal, on met Laspal. Allez, c'est parti. On met Coco Michel, évidemment. Michel, ouais. Carnot. Stéphane Carnot. Divers, Rouxel. Les 2 buteurs. On est pas mal. Corridon. On met Corridon. Il doit nous manquer un latéral, non? Droit. Un défenseur, un latéral. Est-ce qu'on mettrait pas. Est-ce que Candela était déjà là? Ça se joue entre Foulon et Candela. Ah si, Candela titulaire. Bon, allez, Candela. On met primo champion du monde. On met Candela. Ouais. Est-ce qu'on mettrait pas Yannick Barret? Il arrive cette année-là ou l'année d'après? C'est terrible, hein? Alors, on salue d'ailleurs. Il nous manque un joueur là? 2, un défenseur. Non, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un joueur. Ça dépend de la position de Lecomte, en fait. Et moi, on salue, tu disais, je t'ai coupé. Oui, et on salue un des amis de l'équipe Kamaz Chelny qui va se reconnaître et qui l'été dernier, sur une terrasse de Place du Centre, en parlant de Martigues, nous avait dit « Je peux vous dire le 11 de Martigues ». Ce jour-là, le gars avait trouvé 2 joueurs. Et on lui fait coucou. Hein. Bon. Je vois bien de qui tu parles. Ouais. Voilà. Il n'y avait pas Orlaville? Non, Orlaville, je crois qu'il arrive l'année d'après. L'année d'après? Moi, je pense qu'il nous manque un joueur défensif. Ah oui, pour l'Intertoto, Orlaville, t'as raison. Josiak, il arrive l'année d'après. Ouais. Fournier. Ah, c'est terrible. Bon, c'est quoi? Moi, je vais mettre Barret. Tant pis, je prends Barret et puis on verra. Alors, Guingamp-Martigues. On a Hugues, Laspal, Fournier, Lecomte, Candela, bingo. Oh, on a qu'une faute. Coco Michel, Corridon, Carnot, Rouxel, Divers et George Tomic. Ah ouais. Remplacé par Yannick Barret. Donc on n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça. On est pas mal. Et il y a Sébastien Dallet aussi qui était rentré, tout comme Gilles Giuliano. Ouh, pas mal. Bon, après cet intermède quiz entre nous, Gaëtan, tu as rencontré la légende guingampaise. Oui, nous sommes allés à la rencontre de Stéphane Carnot, l'un des joueurs incontournables de ce premier passage dans l'avant en D1. Il était là, il y a 30 ans, pour affronter Martigues. Ce premier match de D1 à Roudourou, cette ambiance, ce premier but aussi en D1 signé Fabrice Divert. Il nous raconte tout. On avait mérité, après une longue et difficile saison, on avait mérité d'accéder à cette D1. On accédait enfin à une division qu'on ne connaissait pas. On savait pas trop où on allait mettre les pieds et on savait pas ce qui allait se passer. Et on attendait tout ça avec excitation, avec impatience, avec l'envie de découvrir plein de choses, de goûter à tout ce qui allait se présenter. Et c'est vrai que ce premier match reste un bon souvenir évidemment, puisqu'on avait eu la victoire au bout. Après une première mi-temps compliquée, on avait réussi à l'emporter en deuxième mi-temps et on savait que c'était super important de bien démarrer parce que la semaine suivante, on allait au parc pour le premier déplacement en D1. Roudourou était plein, je ne sais plus trop parce qu'à l'époque, c'était pas la même configuration qu'aujourd'hui. Il y avait encore la butte
sur la gauche. Il n'y avait pas grand-chose, je crois, non plus sur la droite. Et le COP, par contre, était complètement en face de nous quand on rentrait sur le terrain, un peu comme à Lens. Et c'est vrai que c'était une belle... ça faisait toute une belle ambiance parce que la caisse de résonance était sur l'ensemble du terrain. C'est vrai que c'est un peu différent quand tu es de part et d'autre des buts. Là, à cette époque-là, c'était vraiment en face de nous quand on rentrait sur le terrain avec une super ambiance. Et ouais, il faisait beau de mémoire. C'était sans doute soleil couchant au fur et à mesure du match. Et comme j'ai dit tout à l'heure, oui, ça avait été des premiers pas sans doute timides et timorés au départ face à une équipe qui connaissait cette division. Ça avait été une première mi-temps compliquée. Angelo nous avait sorti deux, trois arrêts. Il y avait eu un ballon sauvé sur la ligne avec Richard Lecomte. Et par contre, on s'était un petit peu libéré en deuxième mi-temps. On avait la chance. Donc, Fabrice Divert avait marqué le premier but, donc celui qui restera à jamais comme le premier but de Guingamp en D1. Et Lionel avait marqué, je sais plus, 5-10 minutes plus tard, je dirais, ou peut-être un peu plus, mais voilà, on avait conclu cette première journée par une victoire, et c'est vrai que ça nous avait lancé un petit peu dans le championnat, et on s'approchait déjà du maintien, quoi. Alors, je me souviens que le ballon m'arrive dans la surface côté gauche. Je suis pas sûr que j'ai contrôlé, mais peut-être je centre du pied gauche pour Lionel au deuxième poteau qui arrive lancé. Par contre, il n'a pas trop d'angle et il la met sur le poteau. Le ballon revient dans les pieds de Charlie Corridon qui fait comme on dit, des 8 et des 12 avec ses pieds. un peu de slalom, un peu de dribble, de feinte. Il arrive à mettre un bon ballon latéralement à Fabrice Divert qui doit être, je dirais, à peu près en face du poteau, je dirais au 6 mètres, et il la reprend en une touche du pied gauche sous la barre, presque en lucarne de mémoire. Et voilà, après on est un peu tous partis dans tous les sens. Ça lançait le truc, quoi. Je me souviens de l'été qui précédait, quand on était en vacances, quand on se préparait chacun individuellement. Je me souviens que tous les jours j'achetais l'équipe pour savoir si on allait avoir enfin un nouvel attaquant à arriver, parce qu'on n'avait que Lionel Rouxel de mémoire, on n'avait pas d'autres attaquants à l'époque, et puis on montait quand même d'une division, donc ça allait être plus compliqué. Et c'est vrai que ça avait été un soulagement et un gros plaisir pour nous un grand plaisir pour nous de pouvoir ensuite côtoyer Fabrice qui avait déjà de la bouteille, qui avait fait l'Euro avec l'équipe de France. Très très bon chanteur. Très très bon chanteur. Je l'ai déjà vu chanter Alléluia a cappella dans une église, et top niveau. Bon, il avait très bien démarré la saison parce qu'il marque la première journée. De mémoire, il doit marquer à Lille aussi, je pense, à la troisième ou quatrième journée. Et je crois que c'est son dernier match en poule aller. Et de mémoire, il fait son dernier match, c'est Lille au retour. Et à partir de là, il n'a plus jamais rejoué. Mais c'était quelqu'un d'important aussi au quotidien. Il est resté avec nous évidemment toute la saison. C'était quelqu'un d'important en tant qu'homme et en tant que joueur. On l'a pas vu assez en tant que joueur, mais en tant qu'homme, il nous a bien aidés. Et voilà, quoi. Donc c'était assez logique finalement. Non, c'est au Parc qu'il a marqué. Je me trompe, c'est pas à Lille. Vu que c'était lui notre attaquant, c'était pas logique que ce soit lui non plus qui ouvre les hostilités en D1, quoi. Ouais, c'était pas encore tout à fait l'aboutissement, parce finalement on était au début d'une aventure en fait en D1. On était sur une découverte, comme j'ai dit tout à l'heure, de la D1. On avait Francis était arrivé en national, et on était monté logiquement et normalement sur cette saison, parce qu'on avait failli finir invaincu la saison entière. Ensuite, en D2, on était un peu resté sur la même dynamique que le national, avec une bonne organisation. On gagnait pas obligatoirement largement. Ça a été pas mal de matchs gagnés par un but d'écart, mais on est resté dans le haut sur le podium, je dirais à partir de la 4-5e journée, on a été sur le podium jusqu'au bout, sachant que c'était la Super D2 avec 22 équipes, donc 42 journées, donc c'était vraiment des saisons très très longues.
Et voilà, et puis en D1, on a continué. On a eu la chance à la fin de cette première année de finir 10e et donc de jouer l'Intertoto à l'époque, qui nous avait permis ensuite de jouer la Coupe d'Europe. Et puis la deuxième année de D1 avec Francis, on avait fini aussi en finale de Coupe. Donc ça a été à chaque fois des saisons super intéressantes, avec toujours des objectifs à aller chercher en bout de saison. On n'a jamais fini une saison en roue libre, ça a été toujours il fallait aller chercher quelque chose tout le temps. Donc ça a toujours été super sympa là-dessus. Et voilà, c'était plus qu'un aboutissement. Je dirais que ça a été le début un peu de l'aventure ensuite du club en D. Évidemment, on a ce souvenir-là du premier match en D1. Mais non, ça m'était pas venu à l'esprit qu'on allait jouer le 25 avril, le match contre Martigues au Roudourou, sachant que là on est en D2, en Ligue 2 comme eux. C'est un petit peu un contexte différent, mais ça doit être je pense ce sont deux équipes qui ne se sont pas rencontrées souvent sur le. Oui, je pense que c'est peut-être le dernier match, c'était peut-être ce jour-là d'ailleurs, contre Guingamp-Martigues. Je crois pas qu'il y en ait eu d'autres, à part le match aller évidemment cette année, mais sinon, on n'a pas l'habitude de les rencontrer. Donc voilà, en tout cas, c'est un beau clin d'œil en tout cas. Et alors de l'autre côté, on avait Éric Durand, le gardien de Martigues, Serge Romano, qui était ensuite entraîneur de Sedan, Frédéric Mendy, David Mazzoncini, Laurent David, c'est notre Laurent David, ça? Oui, je crois, ouais. Henrik Bertilsson, Franck Soler. Alors, il y a des noms que j'ai découverts. Genesio n'était pas là? Non. Il était là au retour, je crois. Il avait marqué au retour de mémoire, Bruno Genesio. Ah, possible. Mais écoute, voilà, en tout cas, pour ce petit coup d'œil dans le rétroviseur. Attends, j'ai le match retour. Oui, Bruno Genesio, extraordinaire. Buteur de Guingamp, Xavier Gravelaine, Bruno Genesio a égalisé, d'où la fameuse phrase « Attends Bruno, on les laisse égaliser ». Voilà, du célèbre Laurent Paganelli. Martigues 2025, à quoi ça ressemble? Quelle est la dynamique actuelle d'une équipe que l'on donnait condamnée il n'y a pas si longtemps que ça et qui s'est révoltée et qui a maintenant dans le rétroviseur deux prétendants annoncés à la Ligue 1 cet été, Clermont et Caen? C'est une équipe qui va beaucoup mieux. C'est une équipe qui en 2025 a gagné 7 matchs. 7 matchs sur les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de disputés. 7 sur 15, c'est quasiment la moitié. Il y a un seul match nul et donc il y a aussi 7 défaites. C'est un peu une équipe comme Guingamp, tout ou rien en termes de résultats. Et puis il y a des victoires surprenantes. Il y a eu au mois de janvier une victoire au Paris FC, 2-1. Il y a eu une victoire fin janvier à Dunkerque, 1-0. Victoire aussi à Laval en février. Donc c'est une équipe qui gagne pas mal chez les clubs du haut de tableau. Et alors c'est une équipe par contre qui a aussi retrouvé des couleurs à domicile parce que phase aller, elle avait pris je crois que c'était un seul point à la maison sur la phase aller. Guignon, hein. Et c'était à Guignon, il y a eu quelques matchs à Marseille et ensuite à Guignon. Et depuis que cette équipe est repassée dans son stade Francis Turcan à Martigues, ça gagne. Ça gagne en tout cas plus régulièrement. Il y a eu victoire contre Amiens, contre Annecy, contre Ajaccio notamment. Donc ça va mieux. À l'extérieur, on l'a dit, c'est victoire au PFC, à Laval, à Dunkerque, victoire à Caen la semaine dernière. Pour Martigues, d'ailleurs, c'est un deuxième déplacement consécutif. On parlait des matchs 2 fois à domicile, là c'est 2 fois à l'extérieur pour Martigues, qui a néanmoins la deuxième attaque la moins prolifique de Ligue 2. 26 buts marqués, il n'y a que Clermont qui fait moins avec 25 buts. Et si on prend le classement à l'extérieur, c'est 15 matchs, 20 points. Hein. Donc c'est quand même plutôt pas mal. 15 matchs, 20 points. C'est une équipe qui tourne bien. Si on prend la forme... 7e à l'extérieur, les joueurs de Martigues. Et si on prend la phase retour, ils sont 8e à 3 points de Guingamp. C'est ça. 5e donc voilà, sur les 10 derniers matchs, ils ont pris 13 points. Donc ça veut dire que le compteur tourne quand même régulièrement. Non, c'est pas mal. Alors ils n'ont pas de gros buteur qui se dégage, mais il y en a un qui est quand même souvent décisif, c'est Karim Tlili, que Guingamp avait affronté en Coupe de France d'ailleurs en 2016-2017 quand il jouait à Fréjus. C'était un des attaquants numéro 1 de Fréjus. Même Alain Ipiélé, pas. Ah, peut-être quand même. Alain Ipiélé, qui est un ancien coéquipier de Ryan Grieb à Dunkerque, qui marque pas beaucoup, mais qui a quelques passes D, 4 passes D depuis le début de la saison, dont 2 le week-end dernier là, à Caen.
Bon, et puis il y a surtout une équipe qui n'est plus relégable, mais barragiste, et qui a 3 points d'avance sur Clermont. Donc il y aura de l'enjeu des deux côtés. Guingamp est globalement supérieur, mais cette équipe-là qui s'accroche, qui arrive à conclure aussi quelques matchs sans prendre de but. C'était le cas à Caen, contre Ajaccio, à Laval, contre Annecy, à Dunkerque, contre Amiens. Donc sur la phase retour, il y en a quand même 6 où ils prennent pas de but. Les Amiénois, les Martégots, pardon. Bon, c'est plus l'équipe qu'on a connue sur la phase aller. Équipe qui a aussi changé de coach puisque Thierry Laurey n'est plus l'entraîneur de Martigues depuis la fin de l'année à peu près. C'est peut-être aussi ce qui explique ses meilleurs résultats parce qu'alors on avait vu quelques articles dans l'équipe et autres à ce moment-là. Ça avait l'air assez tendu entre Laurey et son vestiaire. Ouais, c'est Hakim Malek qui a pris la suite. Ça va beaucoup mieux là depuis le début de l'année à peu près, quoi. Voilà donc pour la présentation de Martigues qu'il faudra évidemment respecter dans cette fin de saison. Martigues qui a un très gros calendrier pour finir. Déplacement à Guingamp, réception du PFC et déplacement à Lorient pour finir cette phase régulière, cette saison régulière, parce qu'eux aussi pourraient jouer des barrages, mais ça sera contre un club de national. Le programme justement donc de cette antépénultième journée de Ligue 2 BKT. Première fois que je prononce un mot de plus de 4 syllabes à la guingampaise. Voici le programme déroulé par Côme Baucher-Ogier. Lors de la précédente journée de championnat, la première relégation de la saison a été actée avec celle de Caen. Par conséquent, la pression s'intensifie sur les clubs qui luttent pour le maintien. En première partie de tableau, Guingamp a vu son avance sur la 6e place se réduire. Et à cause de son match nul, le FC Lorient a vu le Paris FC revenir à 1 point. La 32e journée de championnat démarra ce vendredi à 20h avec un match très important dans la lutte pour le maintien entre le Red Star et Clermont, respectivement 15e et 17e. Annecy reçoit Ajaccio et fera tout pour revenir à hauteur de ses concurrents au play-off. Ensuite, Bastia 8e recevra Grenoble 9e. Les Amiénois se rendront à Laval. Et enfin, Dunkerque ira au Stade de l'Aube pour y affronter les Troyens. Cette journée de championnat s'achèvera le samedi, une journée dans laquelle les 3 clubs au sommet de cette Ligue 2 vont jouer. En premier à 14h, le Paris FC, revenu à 1 point des Lorientais suite au match nul de ces derniers, se mesureront à Rodez. Ensuite, pour les matchs de 20h, Pau recevra les Messins, actuels 3e et invaincus depuis 5 matchs. Et enfin, un affrontement entre 2 clubs au destin contraire, entre les Lorientais, proches de la montée dans l'élite du football français, et les Canets, d'ores et déjà relégués en national, une première pour ce club depuis 40 ans. Merci Côme pour ce petit point. C'est vrai que le vendredi va être pour la course au top 5 et le samedi pour la course à la montée parce que Paris, Lorient et Metz joueront samedi. Avant dimanche d'ailleurs, on vous le rappelle, la journée des abonnés à Roudourou. Je serai là, est-ce que Gaëtan vaquera à d'autres petites occupations? On va tenter moi je ne serai pas là. Dommage. On n'aura que le chat noir ou le porte-malheur des Guingampais dimanche à Roudourou. On fera notamment un petit atelier quiz l'après-midi. On est déjà en train de peaufiner les questions. Et puis il y aura un petit stand à la Guingampaise aussi, si vous voulez vous procurer nos super tasses pour changer et chambrer surtout vos supporters rennais, collègues ou amis, avec notamment la tasse de 2009, nos belles casquettes, ou alors, pensez-y pour l'été, nos super décapsuleurs. Nous arrivons au quiz. Final Four, à la Guingampaise, le quiz des supporters, 2e demi-finale. Après la victoire d'Emeric contre Florent la semaine dernière, voici la révélation 2025, la pépite, celui qui va tous nous détrôner peut-être, Milo, contre le champion des champions, Steven, qui avait remporté la bagatelle de 10 quiz cette saison. C'est une manche et une demi-finale qui peut rentrer dans l'histoire du quiz des supporters. Vous allez voir de quoi je parle dans quelques instants. Qui jouera la petite finale la semaine prochaine? Vous le saurez dans un quart d'heure et le vainqueur sera en finale contre Emeric. Gaëtan, je te laisse les clés demain de Roudourou et du live à la Guingampaise pour Guingamp-Martigues. Donc, 32e journée de Ligue 2. Ne me déçois pas. Oh là là, j'ai une énorme pression de faire le boulot avant que toi, tu fasses le 2e match à domicile. Voilà, pour la victoire contre Bastia, espérons-le. C'est parti pour le quiz. À demain, Gaëtan. Ciao.
c'est l'autre demi-finale. C'est la deuxième demi-finale de ce Final Four du quiz des supporters. Vous l'avez suivi, chers amis, la semaine dernière. Emeric a battu Florent. Donc Emeric attend l'un de nos deux champions en finale. On commence par celui qui a le plus de victoires, bien évidemment. Honneur au, pour l'instant, champion des champions, Steven. Comment ça va? Très bien, en forme. 10 victoires pour Steven cette saison dans les quiz des supporters, mais également au quiz chez Hélène et Jules à l'automne dernier. Et puis Steven, tu étais aussi parmi nous vendredi à la Mandoline avec un quiz un peu spécial, un quiz sur téléphone. Tu as fini combien? Je me souviens plus. Top 5 quand même. Non, 7. 7. Ah ouais, tu vois, c'est différent. Hein, les quiz où il faut de la rapidité, etc. Merci à toutes et à tous d'ailleurs d'être venus à la Mandoline vendredi dernier. Et en face, la surprise de la fin de saison. Il est arrivé comme ça, tapis dans l'ombre, pour battre le champion en titre, Emeric, qui avait sorti Steven. Attention, Steven, danger. Voici Milo. Salut Milo, comment ça va? Salut, ça va super. Vous? Moi, je suis dans un fauteuil. Je suis prêt à prendre mon popcorn et à savourer la petite bagarre amicale qui va vous opposer donc dans ce quiz des supporters. Deuxième demi-finale. On rappelle, le vainqueur affrontera Emeric en finale et le vaincu n'aura pas tout perdu puisqu'il y aura une petite finale contre Florent la semaine prochaine. Question toss pour commencer, pour savoir qui va avoir l'avantage entre Milo et Steven. Question de rapidité. Combien de buts Guingamp a marqué cette saison, toute compétition? Il y en a qui peut prendre l'avantage, qui peut prendre la main. Steven, 59. J'ai 59 pour Steven. Milo, maintenant, est-ce que tu 57. 57. Tu as dit moins. Tu as dit moins. Et c'était plus. 66 buts marqués par Guingamp cette saison, toute compétition confondue entre la Ligue 2 et la Coupe de France. Steven, donc, tu vas avoir la main durant ce quiz et tu vas pouvoir choisir notamment ton thème de la première manche, la manche sempiternelle, coup franc. Les thèmes du jour sont les centièmes et Hugo Picard. Deux thèmes qui rassemblent la même chose puisqu'Hugo Picard a disputé à Amiens son 100e match sous le maillot guingampais. Est-ce que tu choisis Picard? Est-ce que tu choisis les centièmes? Picard. Picard pour Steven. Première question. Contre quelle équipe débute-t-il sa carrière professionnelle? Coup franc direct pour 2 points. Coup franc indirect, tu as 3 propositions et la bonne réponse vaut 1 point. Indirect. Coup franc indirect. Est-ce qu'Hugo Picard a débuté contre Annecy, contre Laval, contre Nîmes? Laval. Milo, est-ce que toi, tu as une idée? Moi, j'aurais dit Annecy. C'était Annecy, effectivement. 0 point sur cette première question, Steven. C'était le fameux Guingamp-Annecy. Alors, de tête, c'était en 2022, le 4-0 à Roudourou. Il était entré en fin de rencontre. Deuxième question sur le thème Hugo Picard. Steven, contre qui marque-t-il son premier but? En direct ou indirect? Indirect. Coup franc indirect. Est-ce qu'il marque justement son premier but contre Annecy? Est-ce qu'il le marque contre le Paris FC ou contre Grenoble? Pour 1 point, pour ouvrir le score. Annecy. C'est pas bon. Est-ce que tu sais, Milo? J'aurais dit Paris FC. Eh oui, c'était à Charletti, le premier but d'Hugo Picard sous les couleurs guingampaises. Un enroulé dont lui seul a le secret. Bon, Steven, attention. Il faut débloquer cette demi-finale, on sent. Hein, c'est l'enjeu qui prend un peu le dessus sur le talent du joueur. Quelle est la seule équipe contre laquelle Hugo Picard, cette saison, a marqué 2 buts? Coup franc direct ou indirect? Direct. 2 points. Laval. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est contre Caen qu'Hugo Picard a marqué 2 buts. Un en Coupe de France pour la victoire et l'autre un petit peu avant
en championnat. Bon, Milo, attention. Sur ce quiz et ce thème sur les centièmes, tu as l'occasion de prendre un peu d'avance pour la suite. Hugo Picard, donc, est devenu un nouveau Guingampais à disputer 100 matchs. Il est devenu centenaire lors du match à Amiens. Mais combien d'autres Guingampais de l'effectif actuel ont disputé au moins 100 matchs? Coup franc direct ou indirect? Indirect. Indirect, est-ce que ce sont 2 joueurs, 3 joueurs ou 4 joueurs? Je veux dire 2 joueurs. Tu penses à qui? Basilio et Louiser. Basilio, Ah, mais il y a Louiser. Picard. Non, Picard ne compte pas. Mais Steven, est-ce que tu en aurais un autre, toi? Peut-être Sidibé. Non. Lebogang Piri. Ah oui. De passage, évidemment, c'était le petit piège. Il y avait donc 3 autres Guingampais à avoir disputé 100 matchs. Deuxième question. Quel entraîneur, au XXIe siècle, a été limogé au soir de son 100e match sur le banc de Guingamp? On prend direct ou indirect? Indirect. Est-ce Guy Lacombe, Yvon Pouliquin ou Antoine Comboiré? Antoine Comboiré. C'est bon, ça fait un point. Au bout de la 5e question, ça y est, on a un point dans ce quiz. Effectivement, Antoine Comboiré qui avait dirigé son 100e match guingampais à Nantes, défaite lourde 5-0, et il avait été démis de ses fonctions peu de temps après. Dernière question de ce thème sur les centenaires, les centièmes sous le maillot de Guingamp. Quel joueur avait profité de son 100e match guingampais pour marquer son premier but européen? Coup franc direct ou indirect? Indirect. On ne prend pas de risque beaucoup dans ces thèmes entre vous. Est-ce Christophe Mandane, Claudio Beauvu ou Mustapha Diallo? Mustapha Diallo. C'est pas bon. C'est Christophe Mandane qui avait marqué contre le Dynamo Minsk son premier but européen pour son 100e match. Avec Guingamp, Beauvu a joué moins de 100 matchs. En gros, 100 matchs, il faut aller 2 saisons et demie, 3 saisons. Hein. Et Diallo lui avait dépassé cette barre depuis bien longtemps avant ce but contre Kiev. Bon, Milo, 1-0. Si on s'arrête là, tu es en finale. Mais il reste encore un petit peu de travail à faire. Deuxième thème, comme souvent, les CV. Vous allez entendre la liste des clubs pour un joueur. Vous me donnez votre prénom, je m'arrête, votre réponse. Si c'est bon, eh bien c'est un point. Si c'est pas bon, la main est à l'adversaire. Premier joueur à nous retrouver. Aspire Dakar. Pen. Tondela. Guingamp. Steven. Milo. Ah, Steven avant. Diallo. Mustapha Diallo, c'est pas bon. La main est pour Milo. Aspire ou Aspire en français Dakar. Eupen, Tondela, Guingamp. Babacar Niasse. Babacar Niasse, c'est bon. Un point pour Milo, ça fait 2-0. Deuxième joueur à nous retrouver. Je le dis avec l'accent et après version française. University College Dublin. University College Dublin. Voilà. Longford. Bohemian. ES Tunis. Le Havre. Denizli Sport. Le Havre. Guingamp. ES Tunis. Le joueur a fait Irlande, University Dublin, Longford, Bohemian, puis la Tunisie avec l'Espérance Tunis, la France avec le Havre, la Turquie avec Denizli Sport, retour en France au Havre, puis Guingamp et l'Espérance Tunis. Alors, je vois que vous bloquez un peu. Je vais vous donner un indice. Il évolue 7 saisons à l'Espérance Tunis. Il est arrivé 7 saisons à Tunis. 5 secondes. Allez, un nom chacun et on arrête. Ben Mohamed.
C'est bon. 3-0 pour Milo. Aymen Ben Mohamed au parcours un petit peu étonnant, bien sûr, qui était guingampais l'année dernière et qui est aujourd'hui retourné en Tunisie, où il joue d'ailleurs, je crois, la Ligue des champions africaine. Attention, Steven, tu peux toujours te refaire, mais là, ça commence un peu à chauffer. Panic à bord. Dernier joueur, dernier CV à nous retrouver. Metz, Queen's Park Rangers. Steven. Guingamp, Wopla. Nbakoto. Yenin Bakoto, ça y est, Steven a marqué son premier point du quiz. Effectivement, Yenin Bakoto, Queen's Park Rangers en Angleterre, Guingamp, puis Panathinaikos en Grèce, Nancy, Western Sydney en Australie et Randers actuellement au Danemark. C'est pas mal cette affaire, c'est pas mal. 3-1, c'est serré. Est-ce qu'on va assister à la remontée de Steven ou est-ce que Milo va asseoir son avantage sur les scénarios ou les scénarii pour les puristes? Je vais vous donner, vous le savez, le scénario du match. Une main pour une équipe, l'autre main pour une autre. Il va falloir me couper le plus vite possible avec le match dans le bon ordre, domicile extérieur, et la saison. Vous êtes prêts? Mouefek, 11e. Sidibé, 42e. Guillaume, 55e. Milo. Saint-Étienne, Guingamp, 2023-2024. Et 2 points, ça fait 5-1 pour Milo. Effectivement, il manquait Courtais, 87e, pour l'unique victoire à ce jour de Guingamp à Geoffroy Guichard. Guingamp qui pourrait peut-être retourner bientôt à Geoffroy Guichard dans cette fin de saison, espérons-le. Deuxième match, c'est parti. Nicolas Pepe, 55e. Luis Araujo, 57e. Junior Alonso contre son camp, 90e. Jimmy Briand, 90e plus 3. Steven. Lille Guingamp, 2017-2018. Et ça fait 2 points pour Steven. Bravo, ce scénario fou pour les Guingampais au stade Pierre-Mauroy qui était mené 2-0 à la 90e avant de revenir à 2-2. Est-ce que vous vous souvenez qui avait fait la passe d'ess à Jimmy Briand sur le but du 2-2? C'est pas pour un point, hein, c'est pour le fun. C'est Lebogang Piri qui est encore dans l'effectif de Guingamp. Et d'ailleurs, Marcus Thuram aussi avait une grosse balle de 3-2 en fin de match. Dernier scénario avant la dernière manche. Eladji Diouf, 17e. Adama Koulibaly, 41e. Steven. Lens Guingamp, 2001-2002. Ça fait 2 points. Bravo, Steven. 5 partout. Wouh! Tu te souviens du score? 4-1 pour Lens. Et qui avait marqué pour Guingamp? Drogba. Drogba, effectivement, c'était son 3e et dernier but de sa première moitié de saison avec Guingamp. 5-5, le suspense est à son paroxysme. Ma chemise est trempée. Dernier thème, les amis, ce sont des 11 à nous retrouver. Steven, tu as eu la main en début de quiz. De 11, tu vas en choisir un. Et je vous rappelle que c'est moi qui fais le quiz, c'est pas Gaëtan Pinel. Donc vous avez le droit à l'erreur sur cette manche. Vous avez le droit à 2 erreurs chacun. Et si vous me donnez un joueur qui entre en jeu, c'est pas éliminatoire. Steven, qu'est-ce que je peux faire comme... Je ne sais pas si je vous dis le match et tu le choisis ou si je te dis match 1 ou match 2 et tu vois ton sort. Et ce sont 2 matchs des 15 dernières années. Je ne suis pas allé fouiller dans l'épopée 73. Les 15 dernières années. Allez, 20 dernières années. Match 1 ou match 2? Match 1, c'est la demi-finale Toulouse-Guingamp 2009. Je te donne 10 secondes pour rassembler tes idées sur papier, tranquillement. Je rappelle, tu as le droit à 2 erreurs. Et si tu me donnes un joueur qui est entré, ce n'est pas de point, mais tu ne gaspilles pas une vie. C'est parti, à toi, Steven. 5-5. Bocla. C'est bon. Europe. C'est bon. Koné. C'est bon. Vassila. C'est bon. Felipe Saad. Ça fait 5 sur 5. Matisse. C'est bon. Polo.
C'est bon. Rouma. Rouma, c'est bon. Souma. Souma, c'est bon. Silva. Wilson Silva, c'est bon. Eduardo. 11 sur 11. Machine. Milo, attention. Le match qui t'est proposé pour revenir à hauteur de Steven, c'est le dernier match de Guingamp en Ligue 1. Amiens, Guingamp, 2018-2019. Je te donne 10 secondes pour rassembler tes idées, j'ai vu avec ton petit stylo. Tu as le droit à 2 erreurs. Et je t'en prie, tu peux y aller maintenant. Premier joueur. Ludo Blas. C'est bon. Caillard. C'est bon. Alexandre Mendy. C'est bon. Buteur ce soir-là. Marcus Thuram. C'est bon. 4 sur 4. Marcus Coco. Alors, c'est pas bon, mais il est entré en jeu. Donc, tu ne gaspilles pas de vie, mais pas de points. Ok. Lucado. C'est bon. 5. Lebo Firi. C'est bon. 6. Ok. Eboa. C'est bon. Jérémy Sorbon. C'est bon. Pedro Rebocho. Passeur décisif, c'est bon. Ikoko. C'est bon. Attention. Il en manque un. Nolan Roux. Nolan Roux était entré. Donc, tu as encore le droit à 2 erreurs. Il en manque un joueur. Étienne Didot. Il était entré. Alors, concentre-toi. Ah, tu m'as donné tous les défenseurs. Yenin Bakoto. C'est pas bon. Attention, ça c'est décisif. Ah non, c'est pas encore décisif. Tu as droit à une deuxième erreur. Mergame. C'est bon. 11 partout. Incroyable. Enfin, 11 partout, ça fait 16-16 en vrai. Ouais, il te manquait donc Mehdi Mergame, qui était le dernier donc là-dessus. Vous m'épatez les jeunes, vous m'épatez, et du coup encore une fois avec Milo je dois aller retrouver une question subsidiaire, un truc à la vie, à la mort. On va rechercher un 11, sauf que là les amis ça sera comme une séance de tir au but, ça sera à toi, à moi, la moindre erreur sera éliminatoire. Vous me donnez 10 secondes parce que là j'ai un petit match en tête. Et c'est parti. Là, par contre, pas le temps de réflexion. Ça va être tir au but d'un coup. Donnez-moi, je vous prie, après le dernier match de Guingamp en Ligue 1, eh ben, on va retrouver le premier match de Guingamp en Ligue 1 de la saison 2013-2014. Guingamp-Marseille à Roudourou. Steven, tu as la main. Donne-moi ton premier joueur. Tamassa. Tamassa, c'est bon. Milo, 5 secondes. Yatabaré. C'est bon. Steven. Carvrat. C'est bon. Gires. C'est bon. Sorbon. Oui. Matisse. C'est bon. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Faire une finale à 3. Beauvu, c'est bon. Pereira. Martins Pereira, c'est bon. Je vais vous sortir un match des années 80, vous allez voir. Là, on va rigoler pour la deuxième manche décisive. Le maître. Incroyable. C'est bon. Ah, ils vont tous me les faire. Accrochez vos ceintures. Sankaré. Aïe, 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 c'est bon. Il vous en manque un joueur. Ah, eh ben, c'est. Je dirais Langille. C'est bon. C'est bon. Alors, on va continuer avec les remplaçants. Il y a 2 joueurs qui sont entrés.
Mustapha Diallo. C'est bon. Alors, je m'arrête là. Parce qu'il n'en reste plus qu'un. Et faut un autre 11. Et vous m'obligez à aller chercher un truc beaucoup plus dur. Alors, ça aurait été bien que en avant-match, là, on ait une petite coupure pub, que je puisse aller rechercher, avoir le temps de tout ça. Parce que là, c'est la première fois qu'on a une deuxième question subsidiaire. OK? Alors, qu'est-ce que je peux vous trouver? Ça. Et bon, Steven, bon, je pense que tu es beau joueur. Je ne vais pas non plus chercher un truc des années 90 pour Milo. Qu'est-ce que je peux vous donner? Allez, je vais aller le chercher dans celle-là. Tiens, oui, celui-là. Attention. 27 octobre 2010. Autre Guingamp Marseille, mais cette fois en Coupe de la Ligue. Premier joueur, Steven. Alors, 2010. Je ne sais même plus à combien on est. Là, on est 16 et 5. 21, on est à 22 là. Possible. Allez, c'est parti. Ça va, ça. Oui. Giresse. Oui. L'évêque. Oui. Matisse. Oui. Basila. C'est bon. Diallo. C'est bon. Ogunbi. C'est bon. Yatabaré. Aïe, 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 ça s'arrête là. Ça s'arrête là, ce duel héroïque entre Steven et Milo. Non, Milo Yatabaré, il est arrivé un an après la montée en national. Alors, 26-25, c'est monstrueux. Bravo. Si j'avais 10 000 personnes derrière moi, les 10 000 seraient debout. Steven et Milo, bravo. Steven, tu es le deuxième qualifié pour la finale face à Emeric. Et Milo, donc, tu vas être avec nous la semaine prochaine pour la petite finale. Gagner haut la main quand même cette place dans le Final Four. 14 ans, on le rappelle. Hein. Attention, hein. Il va tous nous dépasser à un moment donné. Steven, notre heure est comptée. Je vous refais le 11. Samassa dans le but, Basila Koné en charnière. L'évêque à gauche, Ringayen à droite. Le milieu, Diallo Matisse. À gauche, Giresse. À droite, Ogunbi. Et l'attaque, c'était El Jadeyaoui avec Soli, l'attaquant de Guingamp ce soir-là. Et était entré en jeu, je vais vous le dire tout de suite. Je revois Scarpelli, moi. Oui, Scarpelli, Knokert et Imbula étaient entrés pour les Guingampais. Milo, pas trop déçu? Bon, c'est comme ça, il a été plus fort que moi. Voilà. Il a de l'expérience aussi. C'est beau. Et ouais, ben oui, le champion des champions va jouer sa couronne dans 2 semaines, hein, en avant-match. Petite finale la semaine prochaine, grande finale, Steven contre Emeric. Et la revanche de Steven, parce qu'on rappelle que c'est Emeric qui l'avait éliminé un peu plus tôt dans l'année. Messieurs, merci infiniment de votre participation, c'était énorme. Bonne soirée. Salut. Parfait, bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Guingampais, à demain pour Guingamp Martigues. Ça sera Gaëtan aux commentaires. Salut.